persuadé que 90% de nos concitoyens ignorent l'origine de l'eau qui vient à leur robinet. Pour être simple, le petit cycle de l'eau, c'est celui qui démarre au captage d'eau potable que la commune a installé, qui passe dans les tuyaux, vient dans votre robinet, repart par la bombe de votre baignoire et va en finir à la station d'assainissement, la station d'épuration qui va rejeter l'eau dans la rivière. Donc en gros, on part de l'eau souterraine ou d'une rivière, on passe dans des tuyaux, dans des usines et on recrache à la rivière. Les glaciers, les nappes phréatiques, les lacs naturels et artificiels constituent donc autant de réservoirs où nous pouvons puiser l'eau, même pendant les périodes de sécheresse. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir de l'eau pour tout le monde et de l'eau de qualité pour tout le monde, ce qui par rapport à d'autres pays est un privilège. Et donc de ce fait, pour nos compatriotes, ce n'est pas nécessairement un enjeu prioritaire. S'il y avait des grosses difficultés sur l'alimentation en eau, je pense qu'on s'en préoccuperait plus, on se poserait plus de questions, mais d'où vient l'eau pour qu'elle soit dans un tel état? Alors effectivement, quand on s'occupe de gestion de l'eau, il y a une question qui se pose, c'est de savoir sur quel périmètre géographique on travaille. Et le périmètre géographique naturel, c'est ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire c'est le secteur sur lequel, à partir du moment où une goutte d'eau tombe, c'est le secteur qui va drainer l'ensemble de cette eau qui arrive sur l'ensemble de ce secteur pour former in fine la rivière ou les eaux souterraines, etc. Et donc aujourd'hui, en matière d'eau, la seule chose à comprendre, c'est que le système hydraulique, c'est un système hydraulique. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais qu'en hydraulique souterraine, les équations de déplacement de l'eau, elles répondent à une loi mathématique, à un Laplacien, qui fait que où que vous interveniez, les répercussions se font jusqu'aux limites de la nappe. Voilà, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que vous êtes obligés de travailler ensemble sur le bassin versant. La seule règle, c'est le bassin versant. Tout le reste, c'est du baratin, de la politique et en général de la mauvaise politique. Une fois protégée, mobilisée, éventuellement traitée pour être rendue potable, l'eau doit ensuite être distribuée. Le point préalable dans la distribution de l'eau, c'est la continuité des services. L'abonné ne comprendra pas effectivement qu'il ne puisse pas disposer d'eau à tout moment du jour et de la nuit. Les villes des pays développés bénéficient d'un avantage immense. Elles disposent d'une infrastructure capable d'apporter dans chaque maison ou dans chaque appartement une eau de qualité garantie. Ce système est gigantesque. Des milliers de kilomètres de conduites courent sous nos rues. Des réservoirs immenses stockent l'eau pour faciliter sa distribution. Partout, des pompes ou des vannes régulent son débit. On n'est pas à l'abri, même en prenant toutes les précautions, de difficultés d'exploitation, risque de pollution, car ce sont des équipements, et de ne plus forcément pouvoir assurer la continuité du service. Et là, c'est là que la mutualisation prend tout son intérêt, et entre autres, avec les interconnexions qui ont pu être mises en place. Tout au bout du réseau, il y a donc le robinet, et nous, à qui il paraît naturel de recevoir cette eau de qualité sans interruption. Et au cœur de notre appartement, dans notre évier ou notre baignoire, s'effectue une transition remarquable, une opération mystérieuse. En quelques centimètres de la sortie du robinet à la bonde du lavabo, l'eau va en effet changer totalement de statut. De ressource précieuse, elle va devenir une eau usée, un déchet et une menace potentielle. Il va falloir la gérer dans un nouveau grand système urbain, le système d'assainissement. Dans nos villes modernes, depuis 150 ans, c'est aussi le tuyau qui est privilégié pour remplir cette mission. Sous nos villes, on trouve donc un système veineux d'évacuation qui complète le système artériel d'alimentation. À l'opposé du premier, dont les branches se divisent et se ramifient, les conduites du système d'assainissement se regroupent en tuyaux de plus en plus gros. Ils convergent à l'aval de la ville vers une station d'épuration. Moi, j'ai fait partie, compte tenu de mon âge, de ceux qui ont vécu la période du tout tuyau. Vous savez que l'ingénieur en réseau, il aimait mettre du tuyau, du petit, du gros. Mais du gros, plus était gros, plus c'était magnifique, quoi. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait deux problèmes, effectivement.
l'eau d'un bassin versant, vous la rejetiez à l'extérieur et donc vous tuiez un peu la vie de l'eau dans un bassin versant. Puis il y avait un deuxième problème encore plus grave, c'est que vous jetiez dans les rivières, dans des à-coups terribles après les orages, des pointes de pollution phénoménales. La gestion des eaux est en train d'évoluer. Cependant, le tuyau reste aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de la ville, notamment pour les eaux usées. Et au bout du tuyau, il y a la station d'épuration. Une usine d'épuration n'est pas une usine de production d'eau potable. Sa fonction est de récupérer les eaux polluées produites par la ville et de les traiter avant de les restituer au milieu naturel, la rivière, le lac ou la mer. En pratique, les stations d'épuration fonctionnent en séparant l'eau et les polluants qu'elle contient. À la sortie d'une station d'épuration, on a donc de l'eau propre, ou en tout cas bien moins sale, et des polluants concentrés dans des boues qu'il faut aussi traiter. Vous apercevez dans les bassins qui sont tout au fond là-bas, pas ceux qui sont ronds juste là, ceux qui sont au fond, vous apercevez l'eau qui coule très vite, avec couleur marron, avec plein de bulles. Donc les bulles sont les bactéries, l'oxygène que l'on met donc pour que ça se reproduise. C'est là-dedans que l'eau tourne en boucle pendant 12 heures. Donc c'est les bassins d'aération. Au bout de 12 heures, ça vient dans les bassins. Pour beaucoup de citadins, qu'on soit au niveau des enfants, voire même des adultes, le rôle de la station, c'est de rendre de l'eau propre. Et pour beaucoup, l'eau, une fois qu'elle sort d'ici, retourne à leur robinet. Donc déjà, leur faire prendre conscience que ce n'est pas le cas, puisqu'ici c'est simplement une étape et qu'après la station, c'est un retour au milieu naturel. Donc c'est leur faire prendre conscience que tout ce qui arrive de leur maison, il faut le nettoyer ici, tout simplement pour quand ça retourne au milieu naturel, donc qui est l'environnement d'une manière générale, puisqu'on a une grande biodiversité aquatique, c'est de leur rendre une eau propre. On va être obligé d'enlever les déchets en 2 étapes. Parce que si on essayait de tout enlever en une seule fois, ça risquerait de tout se regrouper, de boucher les appareils. Donc en fait, par simplicité, on l'a fait en 2 fois. Le cycle urbain de l'eau se termine donc par un retour au milieu naturel des eaux usées traitées et des eaux pluviales rejetées par la ville. Souvent, ces eaux vont participer au renouvellement de la ressource d'une ville située plus en aval et recommencer une nouvelle parenthèse urbaine. Mais entre-temps, elles seront partie intégrante d'une rivière ou d'un lac, support de vie pour des milliers d'espèces végétales ou animales, paysages, cadres de loisirs multiples ou ressources pour d'autres activités. Alors après, la deuxième difficulté, c'est quand on passe au grand cycle de l'eau, les enjeux qui sont attachés à ce qui tourne autour du grand cycle de l'eau, ils sont peu connus ou ils sont partiellement connus. Je prenais l'exemple de la Saône pour les Lyonnais. Selon l'histoire personnelle de chacun, nos compatriotes ont une certaine connaissance de ce qui peut se passer sur la Saône, mais qui est très partielle. Et ce qui peut être, dans ce cas-là, même si la personne connaît ce qui se passe sur la Saône, ce qui va être difficile, c'est de faire le lien entre ce qui se passe sur la Saône dont il peut avoir connaissance et les conséquences que ça peut avoir par rapport à ses propres enjeux au niveau de sa commune. Le tout tuyau qu'on a pratiqué pendant des années, où on mettait tout ce qui tombait, à la fois les eaux usées, les eaux de pluie dans le même tuyau, est en train de finir sa vie et on arrive justement à séparer complètement les eaux usées des eaux de pluie et à trouver des solutions complètement différentes pour les eaux de pluie de celles qu'on a pu inventer dans les années 60-70. Tous les aspects environnementaux et humains doivent être pensés globalement pour prendre en compte l'eau dans un grand cycle ne séparant plus l'eau des villes et l'eau des champs. Réfléchir pour l'eau comme on réfléchit pour le pétrole, c'est pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que, à la différence du pétrole, qui une fois utilisé ne sera plus jamais disponible, l'eau c'est un cycle. C'est un cycle permanent. Grand cycle de l'eau avec évaporation de la mer, avec transfert dans les nuages, avec pluie, précipitation, ruissellement, et on va à la mer et ça continue. Donc c'est un cycle. Donc il faut travailler à chacun des moments de ce cycle.